La Terre tourne mal, hein. La triste actualité de la France a mis en lumière encore une fois la pénombre, hein, qui règne parmi nos politiques sur la nécessaire prise en compte des enjeux du climat, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les phénomènes météorologiques extrêmes. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ils n'ont visiblement pas fait la une des grands débats qu'on a pu voir à la télévision. Alors heureusement, il est là pour nous rappeler l'urgence, expert dans le climat et son évolution, membre éminent du GIEC, membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CEA. Son leitmotiv, moi j'aime beaucoup, et son ambition, alerter positivement. On adore. Jean, venez nous rejoindre, on peut vous applaudir. Jean Jouzel. Installez-vous, je vais vous laisser avec nos amis, puis je reviendrai vous voir pour échanger ensemble. Alors, oui, bon après-midi, bonsoir. Merci, merci Frédéric de ton introduction et puis merci à IGS de m'avoir invité ici. Alors, c'est un titre très, très large quand même, donc on va parler de réchauffement climatique. C'est vrai que j'ai bien aimé, voilà, on a déjà parlé d'autres aspects environnementaux. J'ai bien aimé tout à l'heure ces aspects du vivant, c'est vrai, qui sont évoqués, la biodiversité ici, les aspects évoqués par François-Michel Lambert sur les ressources. Alors oui, je tiens à rassurer François-Michel. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à ces aspects, bien sûr, qui sont importants. Voilà, mais je vais vous parler d'urgence climatique et simplement pour peut-être signaler que voilà, j'ai été commissaire d'une exposition dont le titre est Urgence climatique à la Cité des sciences et de l'industrie, et on fait une très belle place au problème des ressources et bien sûr au problème du vivant. On évoque également ces scénarios de l'ADEME qui ont été largement évoqués. Donc le réchauffement climatique a déjà été mentionné donc, tout à l'heure, largement. Alors du côté Adrien Coumet, bien sûr, du côté des l'inassurabilité, c'est quelque chose. Voilà. Donc le risque qu'il y a devant nous, et donc quand on parle de ça, évidemment, à un moment, le fait que j'ai été contacté pour parler de réparation, je me suis posé des questions, mais c'est clair que c'est un domaine où on peut, je crois, en parler, l'évoquer. Ça l'a déjà été. Alors, réchauffement climatique, d'abord, c'est une réalité. Ça c'est important. Voilà, l'an dernier, 2023, à l'échelle planétaire, a été l'année la plus chaude que nous ayons connue. Voilà, et de très loin. Pratiquement, elle a été de 4/10 de degré plus chaude que le record précédent. Alors pour la France, ça reste 2022. À l'échelle planétaire, disons 2024 va également être très chaud. Alors vous savez, il y a le phénomène El Niño qui en rajoute. Alors il y a une partie du phénomène El Niño sur 2023, l'autre partie sur 2024. Maintenant, c'est en train de se terminer. Mais on aura certainement 2 années chaudes. Voilà. Alors, ce réchauffement. Et là, en fait, les 10 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues à la surface de la planète depuis au moins 150 ans. En fait, au moins depuis 2000 ans, on en est certain. Donc, une réalité et pas une surprise. Parce que, disons, ce que nous avons fait collectivement depuis le début de l'ère industrielle, c'est que nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Alors, je vais centrer, on modifie notre environnement de beaucoup de façons, mais là, on parle de gaz à effet de serre, d'effet de serre. Alors, c'est facile à expliquer à Avignon, là, parce que donc, il fait beau. En gros, le rayonnement solaire nous arrive sans trop de problèmes. Et puis, une fois qu'il réfléchit à la surface de la planète, eh bien, sur le chemin du retour, il y a une partie de ce rayonnement qui est absorbée par les gaz à effet de serre. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais on n'en change pas les quantités directement par nos activités, ce qui n'est pas le cas pour voilà, le gaz carbonique, toute une série d'autres composés, méthane, protoxyde d'azote, et pratiquement tous les composés gazeux qui ont, disons, plus de 3 atomes vibrent et sont à effet de serre. Donc voilà, c'est très bien documenté. On a, par exemple, 50% de plus de gaz carbonique dans l'atmosphère aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Ça a plus que doublé pour le méthane, augmenté de 20% pour le protoxyde d'azote. Ce qu'on a fait collectivement, dans la mesure où on piège de la chaleur, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Donc ça tient compte en fait de l'effet un peu compensateur lié aux poussières, mais on a augmenté le chauffage. Il ne faut pas être surpris que quand on augmente le chauffage, la température augmente. Alors c'est aussi simple que ça.
Un point important quand même, alors, ce réchauffement, il a deux choses. D'abord, ce que l'on vit aujourd'hui et ce que notre communauté envisage depuis 50 ans. En gros, que ce soit le rythme de réchauffement, on a un rythme de réchauffement de 2 à 3 dixièmes de degré par décennie, et c'est ce qu'on observe, que ce soit en termes d'événements extrêmes, disons depuis, moi j'ai participé au rapport du GIEC pendant une vingtaine d'années, depuis les années, à la fin des années 90, chaque rapport du GIEC, effectivement, met en avant ce risque d'accroissement des événements extrêmes. Par exemple, on le vit, les températures, les records de température augmentent plus rapidement que les températures moyennes, parce que le réchauffement à peu près un peu plus de 1 degré, 1,2 degré depuis une centaine d'années peut sembler quelque chose avec lequel on peut facilement composer. Ce n'est pas le cas parce que les événements extrêmes sont beaucoup plus violents, disons, s'en écartent beaucoup plus, ça va de quelques degrés. Alors je n'ai pas les chiffres pour Avignon, je suis breton, mais par exemple en 2022, le record à Brest jusque-là était, Brest-Guipava était de 36 degrés, tout d'un coup on est passé à 40 degrés comme record. Donc il y a eu vraiment des sauts, donc c'est largement... Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc c'est vrai aussi pour l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. On en était à 2 mm par an dans les années 90, et puis maintenant on est pratiquement à 5 mm par an. Alors il y a 2 points. Ce que nous vivons, donc c'est vraiment ce qui était anticipé. Ce que je veux dire, ce n'est pas une surprise. Si vous regardez les rapports du GIEC, on dit clairement que le rythme d'élévation du niveau de la mer va s'accélérer. Ce n'est pas une surprise. Donc on en est actuellement à 2 points. Donc le réchauffement climatique est attribué aux activités humaines de façon certaine et dans son ensemble. Pratiquement le degré, 2 qu'on a pris, eh bien, on l'attribue complètement aux activités humaines. C'est très clair. Donc il y a bien sûr une variabilité naturelle de l'ordre du dixième de degré, mais elle n'a pas contribué à ce réchauffement. Donc pas de façon notable, de toute façon elle est assez limitée. Donc, et je crois qu'on peut dire que le fait que notre communauté, depuis le rapport Charnay, depuis 1979, a correctement prévu ce que nous vivons aujourd'hui, doit nous inviter à accorder de la crédibilité à cette communauté par rapport à ce qu'elle envisage au cours des prochaines décennies et au-delà. Alors qu'envisageons-nous collectivement Donc voilà, je vais m'appuyer sur le dernier rapport du GIEC. Qu'envisageons-nous? Alors évidemment, une fois qu'on a dit que la cause du réchauffement climatique était la modification de l'effet de serre, l'augmentation de l'effet de serre, on comprend que on a encore la main en ce sens qu'on peut, bien sûr, le réchauffement climatique des prochaines décennies, j'en parlerai plus précisément, mais le réchauffement climatique futur dépend effectivement de nos activités, de la façon dont nous allons ou non augmenter rapidement l'effet de serre. En fait, c'est un peu faux parce que le climat des 20 prochaines années est complètement joué. Ce que nous allons émettre d'ici, 2040, 2050, va très peu jouer sur le climat des années 2040-2050. On ne connaît pas les détails. On sait qu'en France, on aura, par rapport à aujourd'hui, 1 degré supplémentaire. Ça dépendra des saisons, des régions. C'est joué. C'est dans les tuyaux. Donc ça, c'est un premier point. C'est l'inverse. C'est l'inverse pour, je dirais, alors de façon assez... pour l'après 2050. Ce que nous allons émettre entre aujourd'hui et 2040, ou en 2050, si vous voulez, mais on décide largement aujourd'hui du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. C'est aujourd'hui que nous en décidons. Et je crois que c'est intéressant, je ne vais pas être trop long, j'ai promis à Frédéric, voilà. Donc je crois que ce qui est intéressant en termes de réparation, c'est de bien comprendre cette inertie. Voilà, c'est comme une voiture, c'est pas pareil si elle aborde un virage à 100 à l'heure,
à un moment, on sait qu'on va sur la barre de 30 à l'heure. Hein, voilà. Et donc, on n'a pas su, disons, prendre la mesure du problème d'ici là. Donc, ça nous oblige, en termes de réparation, le fait que le réchauffement climatique est joué, qu'il est inéluctable, avec ses conséquences au cours des 30 prochaines années, nous oblige à regarder ce que nous allons faire. Alors, on peut parler de réparation, on va parler d'adaptation au réchauffement climatique, mais en même temps, le fait que nous décidons aujourd'hui largement du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle, nous oblige à regarder aussi, voilà, en termes d'atténuation. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés? Je dirais, c'est ça la double question de la réparation. Alors j'évoquerai un troisième point pour la fin, mais disons adaptation, atténuation. Donc, et en fait, c'est l'esprit des accords internationaux. Donc les accords, bon, il y a, disons, je dirais que l'alerte est donnée en 79, largement dans les années 70, le rapport Charnay qui nous dit, et nous en sommes toujours là, que nous allons très probablement dans la deuxième partie de ce siècle vers des réchauffements moyens de 3 degrés avec des conséquences importantes. Hein, c'est rapport Charnay 79. Et puis là, disons, les années 80 sont extrêmement dynamiques. Enfin, il y a beaucoup de discussions autour de cela. C'est aussi la période où nous montrons avec nos collègues grenoblois ce lien entre climat et effet de serre sur notre planète à partir des glaces polaires. Donc, jusque-là, on en parlait de façon théorique, mais montrer que sur notre planète, ça a effectivement joué un rôle, a eu, je crois, un impact très important et reste toujours vraiment quelque chose d'assez iconique dans notre domaine de recherche. Et puis la création du GIEC et, disons, ces rapports successifs, et en parallèle, la Convention climat qui se met en place en 1992 avec une idée relativement simple, prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'ait pas de conséquences dangereuses. Disons, alors on peut aller dans les détails, mais voilà, donc, mais n'ait pas de conséquences dangereuses, mais simplement sans objectif chiffré. Au départ, c'est simplement stabiliser le climat. Donc il y a disons, cette convention climat se réunit il y a aussi une convention sur la biodiversité, une convention sur la désertification. Cette convention climat se réunit tous les ans, mais il y a 3 périodes importantes, 3 accords, protocole de Kyoto, disons accord de Copenhague et l'accord de Paris. Bon, c'est bien parti. Dès au départ, on sait que si on veut stabiliser le climat, il faut diminuer les émissions. Alors, des émissions de gaz carbonique, je donne quelques chiffres, je ne vais pas en donner trop, mais c'est quand même le gaz carbonique qui est actuellement le premier contributeur à l'augmentation de l'effet de serre. L'an dernier, 37 milliards de tonnes de gaz carbonique liés à notre utilisation de combustibles fossiles, 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. C'est quand même relativement, c'est loin d'être neutre. Donc ça fait 45 milliards disons, de gaz carbonique, et on y ajoute à peu près entre 12 et 15 milliards d'équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre, dont l'origine est par exemple liée à agriculture, alimentation, en moins partie. Voilà, donc tout ça, c'est très bien documenté. Donc, voilà, disons, dès au départ, on sait qu'il faut diminuer les émissions de gaz carbonique. Et en fait, bon, quand je regarde, j'ai commencé ma carrière en 70, je donne le chiffre 70, on était à 27 milliards. On en a 60 milliards actuellement. On a toujours su qu'il fallait diminuer les émissions, on n'a pas arrêté de les augmenter, sauf pendant la période Covid, à peu près, et à la crise économique. Donc, bon, c'est un échec, hein, donc les émissions ont continué à augmenter et la température, je dirais, presque à s'envoler, en tout cas les conséquences. Et puis, bon, le Copenhague, c'est aussi un échec. Paris, il y a quelque chose de fondamentalement différent, c'est que c'est là qu'on passe de façon claire d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. Ça avait déjà été discuté à Copenhague, et c'est ça le bon sens, c'est du bon sens, c'est-à-dire, ça correspond un peu à ce que je vous dis. Comment fait-on pour prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui, en gros, puissent s'adapter au réchauffement climatique. Voilà. Et c'est cela. Et donc la conclusion, elle est qu'il faudrait mieux limiter à 2 degrés, si possible 1,5 degré. C'est inscrit dans l'accord de Paris. On a déjà pris, on n'est pas loin de 1,5 degré sur cette année. Hein. Voilà. Donc, et donc c'est une convention de bon sens, vraiment extrêmement claire. Mais
voilà, alors elle est intéressante. Alors on comprend bien, je ne veux pas être trop long, mais que pour stabiliser le climat, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. On va parler de neutralité carbone. On comprend bien aussi que plus vous êtes ambitieux dans l'objectif, plus il faut que cette neutralité carbone arrive rapidement. D'ailleurs, si on regarde l'accord de Paris, dans l'accord de Paris, l'accent était mis sur la limitation bien en deçà de 2 degrés. Et on parlait, disons, ça correspond ça requiert une neutralité carbone, ce n'est pas une condition en tout cas nécessaire mais pas suffisante dans la deuxième partie de ce siècle. Donc, et c'est à partir de... Voilà, il y a eu un rapport 1.5 qui a montré que ça serait quand même plus facile de s'adapter à 1.5 qu'à 2 degrés. Et je rends hommage à ma collègue Valérie Massour-Delmotte qui a joué un rôle très important dans ce rapport 1.5. Et évidemment, si on affiche sur 1.5, eh bien, si on se place sur 1.5, ce qui est le cas maintenant, depuis l'accord de Glasgow, eh bien, il faudra une neutralité carbone à horizon 2050. Donc, voilà. Alors, il y a le côté intéressant, mais Lisa m'a désespéré tout à l'heure, parce qu'il y a la loi, Lisa. Hein, donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'une centaine de pays ont affiché d'une façon ou d'une autre, dans leurs objectifs, neutralité carbone à horizon 2050. Alors, c'est effectivement, dans notre pays, c'est inscrit dans la loi, mais voilà, je suis un peu comme Lisa en disant la loi, oui, mais le problème, même la Chine a annoncé, en tout cas, met en avant l'objectif de neutralité carbone en 2060. Voilà, donc, c'est pas suffisant, bien sûr, mais c'est déjà un point positif d'avoir ces objectifs inscrits dans la loi. Quelle est la réalité actuellement? La réalité, c'est que nous allons délibérément vers au moins de l'ordre de 3 degrés, 2 fois trop pour que l'adaptation soit possible, facile, sans trop de difficultés à l'échelle planétaire. Je peux citer quelques conséquences, mais voilà. Par exemple, il y a quand même... Bon, voilà, on va parler de feux de forêt, on va parler d'extrêmes climatiques, on parle de catastrophes. On peut parler, par exemple, de températures invivables. Il y a une vingtaine d'années, j'en parlais comme quelque chose d'assez lointain. C'est-à-dire le fait que vous avez des conditions de température et d'humidité qui font tout simplement que vous ne pouvez plus aller dehors, plus avoir d'activité physique ou sportive dehors, c'est-à-dire plus vivre normalement. Donc, moi, j'en parlais comme quelque chose, oui, ça arrivera peut-être un jour. Il y a 2 ans, en Iran, eh bien... Voilà, les gouvernements, s'il faisait plus de 50 degrés, le gouvernement iranien a eu d'autres choix que de demander aux Iraniens de rester chez eux, de ne pas aller au travail. C'était le cas en Inde aussi il y a quelques semaines. Hein, voilà. Et il faut se rendre compte que même à plus 3 degrés, eh bien, sur toute la ceinture tropicale et équatoriale, plus de 3 milliards d'habitants, eh bien, pour certaines parties, toute la partie de l'année, mais dans beaucoup de ces régions, une partie de l'année, ces températures que nous qualifions d'invivables seront dépassées. Il faut se rendre compte de ça. Quand on parle de la perte de biodiversité, hein, donc voilà, les problèmes agricoles, voilà, on va parler d'élévation du niveau de la mer, c'est tout ça les conséquences, et c'est ça qu'il faut effectivement prendre en œuvre. Alors, réparation, il faut absolument mener de pair adaptation et atténuation. Il faut préserver, disons, on ne peut pas ne pas se préoccuper du proche avenir, d'aujourd'hui, de demain, hein, mais on ne peut pas non plus négliger l'après 2050. Et c'est cela, là. Voilà, donc l'adaptation, un regret, hein, on a un plan d'adaptation qui ne sortira peut-être jamais, d'ailleurs, on ne sait pas, puisque ça fait à peu près 1 an qu'on nous dit que ça sera le mois prochain, y compris en mai dernier, on nous annonçait ça pour juin, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut des mesures d'adaptation, pas de maladaptation, il y a ces risques hein, qui sont là. Voilà, en termes de construction, il y a beaucoup à faire, on pourra répondre aux questions si vous voulez, mais l'adaptation est nécessaire dans tous les domaines, mais il faut la faire aussi peut-être en regardant la nature autour de soi, hein. Disons que la nature peut nous aider aussi dans l'adaptation, donc on parlait tout à l'heure je crois que c'est Adrien qui parlait du Pas-de-Calais, hein. C'est vrai que c'est quand même terrible ce qu'on fait. Et on sait que dans ces régions, disons la conjonction des pluies intenses, de l'élévation du niveau de la mer et de l'imperméabilisation des sols, de la modification des paysages joue contre nous. C'est clair que ça recommencera. Hein, donc voilà. Donc il faut une adaptation, mais une adaptation disons très intelligente, une adaptation aussi
on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique de tous les... Enfin, disons, c'est toute la transition écologique au sens large. Je me suis intéressé en termes d'enseignement également. On ne peut pas dissocier cela de la nature, mais aussi des aspects sociaux, des aspects sociétaux, des aspects économiques. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Tout simplement, disons, je terminerai ici pour les conséquences, plus le dernier rapport du GIEC nous dit clairement que si on n'en prend pas la mesure, le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. C'est très clair, on ne peut pas être plus clair. Et je vous assure, c'est une communauté qui... Voilà, on a parlé... Alain Juppé a parlé de modération. Disons, le GIEC est plutôt modéré. Disons, il ne faut pas... On essaye de faire... disons, de regarder un peu le pour et le contre dans toutes nos conclusions. Donc, on ne peut pas... Voilà, donc, et cette modération est là. Mais donc, il faut s'adapter. Et donc, là, il y a beaucoup de travail, y compris beaucoup de discussions. Je suis aussi allé chez des assureurs. J'étais assureur le mois dernier. J'étais chez Groupama. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, y compris dans le domaine de l'assurance. Mais bien sûr, l'adaptation, ça va être très différent si vous êtes dans une région côtière vulnérable ou bien... Voilà, j'étais l'an dernier aussi pas loin, à Marseille, disons, il y avait l'Assemblée générale des moniteurs de ski. Il y avait 800 moniteurs de ski, ils sont bien conscients que leur métier est en train de changer. Donc voilà, donc c'est tout ça. Donc il faut s'adapter, il faut adapter, donc, mais c'est pas simplement des aspects technologiques, c'est toute notre société qui est concernée. Ça interroge tout le mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors il faut aussi... lutter contre le réchauffement climatique, diminuer nos émissions, et voilà, c'est pas simple. Alors on a une Zoé, moi je suis quand même favorable à la voiture électrique, je sais, je te suis, François Michel, va voir, c'est pas simple, il y a des problèmes de ressources, les problèmes de perte de biodiversité sont aussi essentiels, mais voilà, disons, mais il y a quand même des possibilités en termes voilà, j'ai aussi eu la chance de participer à la Convention citoyenne pour le climat, donc et aussi à la Convention je suis allé récemment aussi pas loin d'ici, à Lourmarin, à la Convention des entreprises sur le climat. Donc ça, j'y suis allé il y a quelques semaines. Quelqu'un vous a incité à y aller, je vous incite à le faire également, à vous y engager. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Donc on sait très bien dans la mobilité, on connaît les chiffres en France, dans la mobilité, dans le bâtiment, l'urbanisme, bien sûr, agriculture, alimentation, et d'ailleurs chez nous, et bon, voilà, j'espère que ça se poursuivra. Je suis assez favorable à l'idée d'une planification écologique. Donc il y a plein de choses à faire, on le sait. Alors, donc ces deux piliers, donc c'est, je dirais, sous le terme réparation. Maintenant, il y a, et je vais en terminer là, Frédéric, pour laisser la place aux questions, il y a un troisième aspect qui m'interroge. D'ailleurs, j'ai participé à un débat, disons, qui a un aspect éthique. C'est la petite bête qui monte maintenant, c'est-à-dire que, bon... Il y a ceux qui disent qu'on ne va pas y arriver. Ils sont peut-être pas tort, mais bon, il faut peut-être essayer quand même. Donc il y a quand même beaucoup de solutions à mettre en œuvre, je le dis, et qui sont tout à fait porteuses de dynamisme économique. On peut en discuter, c'est comme l'économie circulaire. Donc tout ça quand même, bon, c'est vraiment, je crois qu'on peut le faire encore, et c'est pour ça que je souhaite ne pas être trop pessimiste. Mais il y a quelque chose qui commence à pointer son nez, c'est la géogénierie. C'est-à-dire donc un peu la manipulation du climat. Alors je vais pas être, voilà, donc il y a deux façons. Donc comment peut-on limiter le réchauffement climatique à partir de technologies? Alors je ne suis pas du tout, je suis pour la recherche, l'innovation. Ne croyez pas cela. Mais disons pour un climatologue, la recherche, l'innovation n'a de sens que si elle contribue, disons, à la neutralité carbone, que si elle s'inscrit dans la neutralité carbone. Des innovations qui, manifestement, vont contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, ça interroge, simplement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis pour l'innovation, au contraire. Mais il y a des innovations qui interrogent. Et donc, dans le domaine de la géo-ingénierie, il y a deux façons de limiter le réchauffement climatique. Alors, c'est disons, on va parler de la maîtrise de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. On peut plus difficilement jouer sur les autres gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a le pompage direct du CO2. On peut enlever du CO2 de l'atmosphère. Alors on peut éviter d'en mettre en le piégeant à la sortie des centrales. On va parler de ce piégeage-stockage du CO2. On peut reforester.
Donc on peut mettre ça, tout cela sous le vocable de géo-ingénierie, mais disons que je dirais que c'est presque de la géo-ingénierie vertueuse. Sauf qu'on doit quand même se poser une question éthique. Une question éthique, c'est que on met actuellement, collectivement, nous mettons allègrement du CO2 dans l'atmosphère, du gaz carbonique, et nous demandons à nos enfants de l'enlever. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que dans le meilleur des cas, ça ne marchera que dans 15-20 ans. Donc il faut quand même réfléchir à ce que nous faisons collectivement. Donc, mais le problème éthique, il est encore plus clair, il est au cœur pour moi de l'autre aspect de la géo-ingénierie qui est de manipuler le rayonnement solaire. Une des choses qui est proposée, c'est proposé sérieusement actuellement, il y a beaucoup y compris des universités américaines qui y travaillent, des GAFA qui y mettent beaucoup d'argent déjà, ou des GAFAM, c'est par exemple, d'injecter des aérosols dans la stratosphère. Donc c'est une forme de... à chaque volcan, il y a une diminution de la température d'un dixième de degré ou de quelques dixièmes de degré. On va jouer les volcanologues. Alors, l'aspect éthique est très clair. Il y a le fait que, même si ça marche, alors il peut y avoir des effets secondaires, on va admettre qu'on peut les maîtriser, eh bien, pour contrecarrer l'augmentation du CO2, il faut augmenter la dose régulièrement. Et c'est pour une raison quelconque, dans 20 ou 30 ans, eh bien... on est obligé d'abandonner une guerre ou un problème plus technique ou technologique, eh bien, je dirais que le degré qu'on aurait évité, dans le meilleur des cas, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui le prendraient dans quelques années, donc ce sera encore beaucoup plus terrible. Donc on est en train de mettre une épée de Damoclès, et ça, c'est ce qui devient vraiment assez terrible. Donc du point de vue éthique, et d'ailleurs, je me suis engagé, il y a des problèmes éthiques qui sont au cœur de tout ça, de cette réparation. Il y a des réparations qui sont intelligentes, qui sont acceptables, d'autres qui sont vertueuses, mais il faut aussi se poser la question de l'éthique, de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas simplement de réparer, il faut réparer aussi avec une vision à moyen et long terme, mais non pas simplement regarder les températures, mais regarder, je le redis, la nature qui nous entoure, les ressources, et je le redis, ça interroge vraiment le mode de fonctionnement de société. Voilà, merci. Merci Jean Josel, merci, passionnant. Passionnant décryptage. Si je comprends bien, il faut agir maintenant par rapport à ces émissions, et puis il faut qu'on s'adapte. Donc il y a les deux effets qui se coulent. Oui, enfin moi j'ai été assez longtemps, quand je mettais toujours l'accent sur l'atténuation, je faisais, si on parle d'adaptation, et si on parle d'adaptation, eh bien c'est l'adaptation qu'on va mettre en œuvre, et c'est d'ailleurs beaucoup encore des politiques, c'est ce vers quoi on risque d'aller. C'est-à-dire beaucoup des politiques se disent, disons, il y a cette idée qui est vendue actuellement, en gros, il y a un problème, parce que les gens ont du mal à dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a encore quelques-uns qui le disent, mais ça, c'est de moins en moins fréquent. Enfin, il y a un problème, mais les jeunes sauront trouver des solutions dans 30, 40, 50 ans. Et ça, c'est faux. Ça, c'est manifestement faux. Personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer. Il y a ces conséquences quand on parle de plus 3 degrés vers lesquels on l'a. Donc, si vous voulez, quand on pourra vivre chez soi, oui, enfermé, mais bon, il y a quand même des problèmes. Donc, effectivement, le risque et on nous vend l'adaptation. Écoutez un petit peu les petites musiques. La petite musique, c'est on vous vend l'adaptation. Et ça, j'ai toujours craint, mais je crois qu'il faut... Enfin, maintenant, je me suis impliqué dans le premier plan d'adaptation, moins dans le deuxième, pas du tout dans le troisième, mais je me suis vraiment impliqué dans le premier, et il faut le faire, effectivement. Il faut prendre la mesure, il faut pas... ce qu'on vit aujourd'hui, je le redis. Puis il faut quand même s'appuyer sur la science. Donc on pense que oui, il va y avoir des conséquences plus importantes au cours des prochaines décennies, qu'on n'évitera pas, qu'on ne pourra pas éviter. Alors, il n'y a pas de frontières dans ces questions de terre qui tournent mal. Et vous avez beaucoup de pays dans le sud global qui vous disent c'est vous, pays développés, qui êtes la cause de tout ça. Maintenant, vous nous demandez d'être vertueux, frugaux. Mais nous, on n'a pas envie parce que on a des réserves en charbon, on a des énergies fossiles. Alors, vertueux frugaux. Oui, si on parle, le chiffre de 4 milliards a été cité pour l'Afrique en 2100. Je m'arrête à 2 milliards en 2050. Après, on n'est pas sûr non plus. Donc, mais c'est quand même énorme. Alors,
si l'Afrique bon, effectivement, l'Afrique peut se développer. Bon, l'énergie est au cœur du problème. Hein, bon, vous avez bien compris, disons, le 80%, 70 ou 80% d'augmentation de l'effet de serre est liée au modèle énergétique. Donc, effectivement, du point de vue développement, qui est souhaitable, bien sûr, pour l'Afrique, il peut s'appuyer sur les combustibles fossiles qu'ils ont bon, l'autonomie de l'Afrique en termes de combustibles fossiles peut être facilement assurée avec le charbon, le gaz, le pétrole. Mais bon, ce sont aussi des pays bénis des dieux en termes de renouvelables, hein, en termes de solaire, en termes y compris de biomasse dans certains endroits, en termes voilà, même d'éolien dans d'autres, hein, on voit. Donc, mais d'hydroélectricité ou de géothermie dans certains cas. Donc, on pourrait aussi, techniquement, l'Afrique peut tout à fait bien se développer. Hein, disons, avant tout, c'est avoir de l'énergie. Disons, le charbon, ce que ça nous donne, bon, c'est intéressant pour l'énergie, mais ça donne aussi de la pollution. Donc, je pense que, disons, pour assurer l'autonomie énergétique techniquement, c'est possible. Donc, c'est à nous de. Mais ce dont on manque cruellement, c'est de solidarité internationale. Il n'y a pas de vraie solidarité. Disons, voilà, donc les pays par rapport au Sud global, nous avions promis 100 milliards de dollars chaque année, c'était à Copenhague, ça a été très difficile à mettre en œuvre, ce sont des prêts, il n'y a pas de vraie dynamique de solidarité internationale, et on n'y arrivera pas sans cette dynamique. Donc, effectivement, il faudrait que l'Afrique se développe autour d'un dynamisme construit autour des énergies renouvelables. Mais c'est peut-être pas le cas. Revenons en France. Je disais en faisant le chapeau d'introduction de votre intervention, plutôt assez absent des débats. C'est le troisième plan d'adaptation nationale, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Et voilà. Là, c'est plutôt mal barré. Là. Oui, là, c'est mal barré. Ça a été mal barré. Voilà, j'ai été disons, interrogé disons pour les européennes, et voilà, donc oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, voilà. Si vous regardez... Non, oui, alors, disons, il y a quand même une différence très nette entre les programmes des différents partis. Il y a des programmes il y a des partis qui en parlent dans leurs programmes. On va pas faire c'est très clair, mais ils ne nous ont pas du tout mis en avant. Mais quand on regarde les programmes, il y en a où c'est quand même pas si mal. Il ne faut pas non plus être trop négatif, mais ça n'a pas du tout été mis en avant. Et là non plus, bien sûr, aux législatives. Moi, je pense que c'est regrettable parce que, pour les Européennes, il faut voir que tout se joue au niveau... disons, c'est une chance pour l'Europe de faire cette transition énergétique, écologique au sens large. Ça devrait être la chance de l'Europe. Et on n'est pas en train... voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui, on aurait dû l'anticiper, disons, le fait que les voitures électriques allaient nous débarquer de Chine. Tout ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas anticipé cela. Moi, ça fait 20 ans que je répète ça, franchement. Et donc, c'est une chance pour l'Europe, et il aurait fallu, en tout cas au niveau des Européennes, ici aussi, voilà, c'est important pour un pays comme la France. On reste porteur de l'accord de Paris. Il y a aussi une petite... il faut quand même qu'on soit à la hauteur, alors qu'on en est vraiment loin. Et vous parlez de voitures, si on regarde dans le rétro, vous parlez de 79. Oui. Hein, c'était en plus concomitant au deuxième choc pétrolier. Hein, donc, oui, effectivement. Donc il y a eu, disons, il y a un lien très fort entre les chocs pétroliers, les émissions de gaz à effet de serre, notre utilisation de combustibles fossiles en France, de pétrole et de gaz. Voilà. Qui a des questions à poser ou une réaction à ce que nous a dit Jean Jouzel? Oui. On a deux questions ici. Peut-être après, Alexandre, si c'est toi que je vois là-bas dans le noir. Ouais. C'est toi, chérie. On a une question ici d'abord. Et après, on a une question ici. Merci, Karine. Merci, Karine. François-Michel Lambert. Très rapidement, la place et le rôle des médias. On finit une séquence dans quelques heures de campagne législative. Et c'est pas de leur responsabilité d'anticiper. Et quand Marine Tondelier, qu'on soit pour ou contre, vous connaissez quand même peut-être mon engagement, doit passer plus d'un quart d'heure pour commenter une chanson dont elle est en rien responsable et qui est extrêmement critiquable, est-ce que les médias et la journaliste ne sont pas pleinement responsables, bien plus que Marine Tondelier, qui est la leader des écologistes, sur une chanson qu'elle a découvert, comme tout le monde, publiée sur Internet? Moi, c'est ça qui me désespère après avoir fait 10 ans député, c'est l'incapacité des médias à traiter des sujets longs et à être dans l'immédiateté pour faire de l'audimat. Oui, mais merci. Je suis d'accord avec toi,
François Michel. Mais on t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Hein. La question t'a été posée, pourquoi j'ai vu que tu n'as pas répondu quand la question t'a été posée, pourquoi les médias, pourquoi on n'a pas parlé. Tu n'étais pas revenu dessus, tu vois. Donc, voilà. Oui. Bah, on a un peu répondu à cette question. Voilà, c'est moi aussi. Enfin, il y a certains médias qui parlent très correctement. Il y a quand même des difficultés, effectivement, avec les médias. Et sur ce que tu évoques pour Marine Tondelier, je suis complètement en phase avec toi. Autre question. Oui, merci pour votre intervention, Jean Jouzel. Alors, vous parlez d'un rapport de 79, je ne le connais pas. J'ai eu l'occasion de lire le rapport Meadows de 73, je crois. Il y a une vingtaine d'années qui m'a fait découvrir un petit peu tous ces sujets et prendre conscience. Je voulais faire juste un sondage. Qui, aujourd'hui, dans la salle, se sent réellement contraint à devoir changer ses habitudes du fait du changement climatique? Objectivement. Oh, bah moi, ouais. Il ne s'agit pas d'aller skier à plus de 2000 mètres. Hein. Je ne parle pas de ça. D'une vraie contrainte quotidienne qui a modifié vos habitudes. Mais... Donc il y a quand même de la prise de conscience. Mais la prise de conscience, elle est ici, elle sera évidente. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le changement du vocabulaire, la nécessité de créer un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de faire appréhender pas seulement les dirigeants qui sont ici, mais l'ensemble de la population. Donc il y a une vraie problématique de prise de conscience. On sait dans des ouvrages, un ouvrage très récent, le dernier ouvrage d'ailleurs du Grand Continent, des éléments très clairs qui nous disent qu'aujourd'hui les extrêmes en politique, je vais en parler 10 secondes, sont précisément sur des extrêmes et particulièrement à droite par la peur du changement, par la crainte et tout simplement l'absence de capacité à se projeter au-delà. Donc il y a une vraie problématique de prise en compte et de création, de recréation d'un possible lendemain différent. Oui, enfin, c'est peut-être notre échec collectivement. On n'a peut-être pas su transmettre les messages. Moi, je suis dans ce domaine depuis plus de 50 ans et j'ai toujours eu la même stratégie, enfin, disons, bon, sans y faire très attention, j'ai toujours dit le réchauffement climatique, c'est un problème, mais il y a des solutions. J'ai toujours dit ça. Malheureusement, il faudrait prendre... disons, on ne prend pas le bon chemin en termes de solutions. Il y a longtemps qu'on aurait dû les mettre en œuvre et beaucoup plus rapidement. Dès au moment du protocole de Kyoto, oui. Alexandre. Oui. Monsieur Jouzel, Alexandre Sobo, président de France Industrie. J'ai la chance de représenter un secteur qui est maintenant, depuis plus de 10 ans, très engagé sur les sujets de réchauffement climatique, avec énormément de choses qui se font. J'ai une grande inquiétude, c'est pas du tout ce que vous exprimez, c'est qu'on s'y prend un peu à l'envers ces derniers temps. Je pense qu'on est en train de déployer sur l'ensemble de l'économie des dispositifs autour de CSRD qui ne sont pas du tout centrés sur les vrais sujets. Je pense qu'on est en train d'imposer ou de laisser croire à tous nos concitoyens avec une somme de contraintes qui ne fait que monter et qui suscite un enthousiasme limité, qui vont sauver la planète alors que l'Europe ne représente plus que 8% des émissions de CO2. On n'a aucune analyse du rendement coût CO2 des mesures qu'on impose. On n'a pas de vraie vision mondiale qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des émissions, quelles que soient les responsabilités, vient de la Chine, de l'Inde et des États-Unis. Comment est-ce qu'on fait en sorte, non pas d'arrêter, mais de ne plus faire croire aux gens que ce qu'ils font va sauver la planète, parce que si dans 10 ans, ils se rendent compte que ça ne servait à rien, on va avoir détruit ce mouvement, cette envie de faire quelque chose, parce qu'on n'aura pas traité les vrais sujets aux bons endroits. Et est-ce que vous avez quelques idées pour aider le président que je suis à porter cette bonne parole plus utilement? Merci Alexandre, je suis très heureux de te rencontrer, mais voilà, et merci. Voilà, il y a beaucoup. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses faites sur le climat, y compris la planification écologique est quelque chose d'intéressant dans le domaine de recherche. Je crois qu'il y a quand même un bon soutien. Est-ce que j'ai pas vraiment d'idée géniale, mais bon, moi je pense que alors c'est un problème de transition. Je fais le pari que cette transition, elle se fera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, justement, à un moment, ça deviendra inacceptable d'aller vers plus 3 degrés. Alors peut-être la géo-ingénierie se mettra en œuvre, mais il y a des risques énormes, mais je ne suis pas sûr. Donc, moi, je fais le pari que si on part de l'hypothèse où elle se fera, du point de vue économique, je pense que ce sont les secteurs d'activité, les pays,
les grands blocs, Europe, il va y avoir il y a vraiment une lutte entre l'Europe, une compétition entre l'Europe, les États-Unis, l'Inde, bientôt l'Afrique peut-être et la Chine. Mais cette compétition, on pourrait aussi la gagner, mais en s'engageant très fermement dans cette transition. Je pense qu'il faut aller de l'avant, et c'est ce que font les États-Unis avec l'IRA quand même. Hein. Donc, on ne peut pas dire que voilà. Et nous, moi, je regrette que l'Europe n'ait pas pris le leadership. Je sais les difficultés à court terme. C'est une difficulté à court terme, mais à moyen et long terme, je pense que, y compris économiquement, ce serait gagnant. C'est ça que j'essaye de mettre en avant. Alors, je ne sais pas si Mathilde est encore là, donc les économistes nous diront peut-être c'est un peu... voilà. Mais moi, j'aimerais mettre en avant que, dans la mesure où c'est inéluctable, allons-y, et les secteurs d'activité qui vont les premiers. Alors, bien sûr, c'est peut-être à moyen terme que c'est gagnant, mais c'est un peu ça l'idée que j'essaye de mettre en avant. Merci beaucoup. C'est peut-être pas suffisant. On peut vous applaudir, Jean Jouzel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Passionnant.